Bien, je vais vous présenter un peu un ensemble de documents qui ont été rassemblés à partir de plusieurs missions, puisque nous sommes depuis 1996, nous sommes en train de travailler dans des zones humides. Il est inutile de vous dire que l'eau, c'est la vie. Ça c'est bien connu. Mais également que l'eau, c'est un enjeu mondial, un enjeu économique, un enjeu de développement. Même chose, quand on parle d'eau, on parle de végétal. C'est la base de la vie. C'est lui qui structure les écosystèmes. En Mauritanie, on dit que nous avons 1400 espèces. Ce n'est pas encore très sûr parce que chaque fois que certains de nos collègues se rendent sur le terrain, ils découvrent de nouvelles espèces. Et avec la désertification, certainement, il y a beaucoup de pertes. Le végétal, bien sûr, c'est lui qui est à la base d'un ensemble de ressources qui sont fondamentales, les ressources phytogénétiques. Je veux essayer de vous présenter quelques éléments de méthodologie de notre équipe. Ici, nous avons travaillé sur environ 25 à 27 zones humides continentales dans la transition saharo-sahélienne en Mauritanie. C'est un capital extraordinaire. Zone humide, vous savez, ça dépend de la superficie, ça dépend de la durée de l'eau, etc. On s'est intéressé à faire l'inventaire des espèces que l'on rencontre, des espèces végétales. On s'est lancé également sur si vous voulez, la menace sur ces espèces, mais également sur leur importance ethnobotanique. On a essayé de faire des collectes, des identifications. Ensuite, on est passé à la numérisation au niveau de notre herbier, l'herbier national de Mauritanie, le seul herbier actuellement qui existe dans le pays. Et on a essayé d'évaluer leur service écosystémique. Cela veut dire qu'est-ce qu'ils nous fournissent aux populations qui se trouvent à côté. Et bien sûr, d'étudier toutes les relations écologiques. Bien sûr, avec un petit de matériel, un appareil photo, un GPS, avec un drone parfois, parce qu'on n'arrive pas à venir à certaines places, donc il faudra essayer de... vous m'excusez, ce n'est pas la dernière présentation. Mais également, nous avons beaucoup de contraintes, beaucoup de problèmes, surtout pour ceux qui travaillent dans les zones humides continentales. Ils rencontrent énormément si vous voulez, de contraintes, parmi lesquelles, en haut, vous voyez, à Mahmouda, lorsqu'on était venu, on a rencontré un orage qui passait. Alors, il fallait faire vite et regagner le goudron, sinon vous avez 7 jours à 15 jours dans la place. Même chose, à droite, vous voyez, il y a un passage à Al-Ghaïr, on était juste venu au moment où il y avait pluie, donc il fallait également attendre. Là, ce sont des difficultés de terrain. Mais ici, c'était au niveau de la DRAR. Au cours de cette même année, vous voyez, on était à moins de 300 mètres de la passe au niveau de la montagne. Et puis, immédiatement, le torrent nous a bloqués et c'était impossible. Il fallait faire appel au drone pour qu'il nous amène vers la bonne route pour essayer de monter. Là, ce sont des difficultés de terrain. L'important, c'est que ces plantes nous offrent pas mal de services, et surtout au niveau des zones humides, au niveau des populations qui sont riveraines. Essayer de les exploiter et savent comment les exploiter. Par contre, les citadins ne comprennent absolument parfois rien du tout. Ici, pour les services de support, nous avons la photosynthèse qui est extraordinaire. Certains ont essayé aujourd'hui de parler de puits à carbone, de fixation de CO2, etc. Là, vous trouvez de très beaux exemples. En bas, vous avez un terrain qui a été complètement occupé par le néphéalotis, avec une légumineuse, l'échinomène, et ça, c'est à quelques 60 km de Néma. Ici, le second service de support,
c'est la pollinisation. S'il n'y a pas de pollinisation, messieurs, mesdames, il n'y a pas de fruits. L'agriculture sera anéantie. Donc là, c'est une partie qui est extraordinaire au niveau de la partie végétation. C'est le mariage qui s'effectue entre l'animal et le végétal. La photo, elle est exceptionnelle parce que vous êtes à 45 km d'animal et vous pensez dans un autre monde. Ici, c'est la pêche continentale. Nous sommes focalisés sur 3 à 4 zones, essentiellement lors de cette partie de l'étude. Nous, c'est l'unité d'éducation et biodiversité au niveau du développement durable au niveau de l'école supérieure. Certains pensent qu'il n'y a pas de recherche. On s'était intéressé à 3 zones essentielles. Mahmouda dans le Haut-Charqi, à droite, en bas. Ensuite, vous avez le Bougari au niveau de la Saba. Et vous avez Tamour Tenaj au niveau du Tagan. On a pensé que ce sont 3 zones qui sont frontalières, qui se trouvent au niveau du front saharien. On a ajouté un certain WED au niveau du PMBA, au niveau de l'Inchir. Au niveau de Mahmouda, nous avons identifié 58 espèces au point de vue biodiversité spécifique. Au point de vue biodiversité d'habitat, on a identifié 3 types de formations en fonction de l'approche, en fonction de la disposition par rapport à l'eau. Ici, au niveau de Bougari, même chose, une formation dunaire, une formation argileuse et une formation de la cuvette inondable. Vous avez en bas la mare et vous retrouvez dans ces différentes mares que les légumineuses, les fabacées et les graminées sont les espèces les plus dominantes. Au niveau des Tamour Tenaj, même chose, fabacées et poacées, espèces dominantes, avec environ 74 espèces qui appartiennent à 62 genres et 26 espèces. Parfois, partout, on nous signale des espèces qui sont disparues, des espèces qui sont menacées. Ici, au niveau de cette partie du Tagan, le mot Tagan veut dire forêt, il n'en reste plus que quelques baobabs qui nous donnent un peu de l'histoire. À part ça, c'est vraiment de l'autre partie de l'isoède 100 mm, au-dessous de l'isoède 100 mm, c'est-à-dire contextuellement dans le domaine purement saharien. Au niveau de l'Oued Chibke, dans le PNBA, c'est-à-dire le parc national du Bandarguin, nous avons une autre formation végétale où domine ce qu'on appelle les amarantacées. Et là, c'est la spécificité du monde saharien. Les espèces sahariennes commencent à prendre de la force. Au niveau de cette souhait, nous avons 56 espèces, donc ce n'est pas aussi désertique que l'on pensait. Pour les services d'approvisionnement, il est très utile de dire qu'il y a de la culture là où vous trouvez des zones humides. L'homme essaie d'exploiter les milieux en fonction de sa disponibilité en eau. Nous avons pensé évaluer la culture au niveau de Kankossa et on a trouvé que annuellement, la productivité culturelle est de plus de 40 millions d'ouguiyas. Elle offre plus de 40 millions d'ouguiyas. Si l'eau n'existe pas au niveau de la mort de Kankossa, les populations vont acheter les produits. C'est ce qu'on appelle les pertes à compenser. Idée très chère à mon collègue Saadou. Ici, des plantes alimentaires. Parmi ces plantes alimentaires, vous avez les jujubiers, ce sont des récoltes, ce sont des produits qui sont offerts par la nature. Et nous avons essayé d'évaluer un peu la productivité de jujube au niveau de Wad Mourkhiz, qui est dans la Saba. Et on a trouvé que chaque plante produit annuellement entre 18 et 25 kilos, qui est commercialisée à 200 ouguiyas le kilo. La nature vous offre une génération de revenus qui est exceptionnelle et qui est commercialisée par les populations. En plus, cette espèce produit les jujubes pendant la période
froide, un produit fraîche, climatiquement. Ce qui cause pas mal de pneumonie, de maladies thoraciques, etc. Le fruit, il est riche en vitamine C, il est fortifiant. Là, vous avez une autre espèce qui se trouve dans la zone, qui se trouve dans les zones humides. C'est le Néphéalutis. Cette plante est exploitée à plusieurs niveaux dans le domaine alimentaire. On a fait du couscous au niveau de la partie supérieure, mais également on exploite la partie de bas comme de la pomme de terre. C'est un organe, c'est un rhizome comme la pomme de terre et qui est extrêmement intéressant. Là, c'est une liste de produits qui sont exploités à partir des zones humides. On exploite des feuilles de plantes, on exploite des racines, on exploite des écorces, etc. C'est ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux. Bien sûr, un support pour l'élevage. Sinon, il faut faire appel à Raquel. Et vous savez très bien que là, c'est pour l'alimentation du bétail, la production de lait. Les Mauritaniens sont des carnivores, des véritables carnivores. Et par conséquent, si on n'a pas cet élevage, rien ne va bien aller. Donc, en bas, mais également, vous avez des plantes médicinales. Donc, nous sommes en train d'imaginer un peu des thématiques qui sont des thématiques de recherche. Et là, vous avez des plantes médicinales. Je vous en donne 2, 3. L'une, c'est le bobori des polars. C'est ce qu'on appelle le Sterculia cetigera. Sa gomme, c'est 4000 ouguiya, plus de 4000 ouguiya les kilos. Et c'est la plante qui s'appelle le Sterculia qui est en haut. On commercialise chez nous un produit pharmaceutique dans nos pharmacies qui s'appelle le Normacol, qui est extrêmement, très intéressant dans le cadre de la décongestion, la lutte contre la constipation. Mais également, il y a le toupéré des polars, c'est ce qu'on appelle Tadressa. C'est une plante qui se rencontre pratiquement dans toutes les zones humides et qui est très gênante. Et d'habitude, je dis à mes élèves qu'une plante qui se défend bien, il faut essayer de rechercher, de lui poser la bonne question, à quoi tu sers. Et là, le toupéré, c'est une plante qui est extrêmement intéressante sur le plan antibiotique, sur le plan, si vous voulez, anticardiaque. Elle est extrêmement intéressante sur le plan médicinal. Vous pouvez même prendre le nom pour essayer de vérifier. Là, nous avons, au niveau de ces zones, de ces 25 zones, on nous a annoncé environ 11 à 12 espèces qui sont menacées de disparition ou entièrement disparues des zones, qui étaient connues. Parmi ces zones, parmi ces espèces, vous avez les Ceiba pentandra, où nous avons rencontré les seuls pieds qui sont en vie au niveau de la mare de Kankossa. Ceux qui ont travaillé là-bas, ils savent très bien là où ils rencontrent cette espèce. Mais également les Caïcédras, c'est-à-dire les Caïs sénégalensis. Et toutes ces espèces, ce sont des espèces qui sont extrêmement utiles sur le plan ethnobotanique. Par exemple, au niveau de la Dansonia digitata, le baobab, le pain de singe, ça devient une alimentation, mais également un moyen de guérison contre le cholestérol. Quelques des services de régulation qui sont extrêmement intéressants, qui sont offerts par les plantes qui se trouvent au niveau de l'eau. La tamour de Tamshekat, par exemple, vous avez une forêt d'Acacia nilotica qui défend le village et qui défend les sols, la mare elle-même contre l'érosion. Vous avez également les tifas, dont certains parlent de sa gêne, qu'elle est gênante, qu'elle occupe du terrain, qu'elle est invasive, mais attention, elle joue un rôle fondamental dans l'épuration hydrochimique des eaux des lacs. Il y a également ce qu'on appelle les services culturels qui sont offerts. Ces services culturels, c'est la partie dont Saad Bou parlait. On ne peut pas l'estimer, si vous voulez, c'est le plan financier. C'est-à-dire, cette photo, vous allez me dire, c'est une très belle photo, mais qu'est-ce que ça vaut? C'est le tourisme, c'est le phénomène c'est la valeur paysagère de ces milieux qui est extrêmement difficile à évaluer. Mais elle a un prix également. Pourquoi? Parce qu'on prend la voiture et on va sur le terrain pour essayer de voir ces belles images, pour essayer de se conforter moralement, etc. Vous avez également de très bons pôles de tourisme, tels que l'image en bas, c'est à Kankossa. Il faut payer 40 ouguiya pour essayer de faire une petite tournée. Mais également en haut, c'est Tergit, au niveau de l'Adrar. Chaque fois, ce sont des zones qui sont extrêmement intéressantes, mais ce sont également des zones de recherche
puisqu'on trouve des espèces qui sont menacées de disparition, dont le crocodile du Nil et dont, bien sûr, comment ça s'appelle également cette plante qui est extrêmement menacée, Lupomea, oui, exactement, aquatica, Lupomea aquatica, qui est une plante à fleurs roses, extrêmement intéressante et qui est extrêmement intéressante pour l'alimentation et pour la guérison, pour la maladie. Voilà, quelques éléments des défis. Ces défis sont aussi bien anthropiques que mésiologiques. Pour les défis, il y a des indicateurs. Qu'est-ce qui nous indique qu'il y a une pression, une forte pression? La modification de la composition de la flore, l'absence de régénération de certaines flores qui est très visible au niveau de certaines zones, la rarification de quelques espèces et des disparitions qui sont annoncées. Les sources de menaces, ce sont essentiellement les changements climatiques, mais également, surtout l'action anthropique, surtout l'homme, nous. Mais également, il y a des défis biologiques, tels que monsieur le criquet, qui parfois, quand il passe au niveau des saisons, il ravage tout, mais également des espèces invasives et des espèces envahissantes, dont une espèce qu'on a rencontrée au niveau du lac Rkiz, c'est une caracée qui s'appelle Cara species, donc, et qui pose problème surtout pour la conduite des eaux. Bien sûr, il y a l'action de l'homme, vous connaissez tous cette action, et surtout l'action polluante qui est extrêmement dangereuse et qui menace non pas uniquement les espèces végétales, mais également l'intégrité de l'écosystème. Ici, vous avez un feu qui est à côté de la mare d'Anyami. Oui, je tends à terminer. En conclusion, voilà, 3 sortes d'enjeux au niveau de ces zones ciblées par notre conférence, messieurs, mesdames. Des enjeux socio-économiques à travers les services d'approvisionnement. Donc là, il y a tout un ensemble de populations qui sont en train de vivre, de manger, de guérir, de se traiter les dysfonctionnements grâce à des produits qui sont prélevés au niveau de ces zones humides. Des enjeux écologiques à travers des supports, des services de support et de régulation, mais également des enjeux scientifiques à travers le fait que ces zones, ce sont des réservoirs et des mémoires biologiques. Donc, ce serait extrêmement intéressant de les préserver. L'importance de ces enjeux liés aux zones humides est souvent perceptible, malheureusement, lorsque ces zones disparaissent ou elles sont menacées. Alors, il faudra par conséquent essayer de développer la connaissance de ces milieux. Il faut très bien connaître ces milieux. Et là, il faut axer sur les recherches scientifiques qu'il faut développer au niveau d'un ensemble de thématiques liées à la présence de ces milieux humides. Ensuite, il faut optimaliser, dans notre contexte, la disponibilité des eaux de surface. Parce que la majeure partie des réseaux deviennent de plus en plus bloqués par les ensablements. Enfin, il faut concilier les objectifs socio-économiques avec les préoccupations de qualité de vie, de protection environnementale et d'équité entre les générations. Il faudra laisser quelque chose pour ceux qui viennent après nous. Voilà, je vous remercie.